Au tribunal, ma sœur a regardé la juge droit dans les yeux et a déclaré : « Enfin, ta maison est à moi. » Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Derrière elle, mes parents ont éclaté en applaudissements nourris. De ceux qu'on lance quand on pense avoir déjà gagné. Je suis restée là, silencieuse, les mains jointes, sentant tous les regards de la salle d'audience se tourner vers moi. À leurs yeux, je devais avoir l'air vaincue. La fille muette, celle qui cède toujours. Ma sœur souriait, comme si la fin était déjà écrite. Personne n'a remarqué l'expression de la juge. Elle a cessé de feuilleter le dossier. Ses doigts se sont figés sur la page. Puis, lentement, elle a levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. « Mademoiselle Carter », a-t-elle dit calmement. « Avant de rendre ma décision, je dois vous poser une question. » À cet instant précis, le sourire de ma sœur s'est effacé et l'histoire qu'il croyait connaître a commencé à s'effondrer. Je m'appelle Hazel Carter et, bien avant même d'entrer dans la salle d'audience, ma famille avait déjà décidé de qui je serais. Lorraine, ma sœur aînée, était la certitude incarnée. Elle parlait fort, riait facilement et ne doutait jamais qu'elle méritait plus que quiconque. Mes parents adoraient cela chez elle. Ils appelaient sa confiance en soi, ambition, leadership. Quand Lorraine entrait quelque part, les gens autour d'elle s'adaptaient. Quand j'arrivais, ils le remarquaient à peine. Lors des réunions de famille, mon père posait fièrement la main sur l'épaule de Lorraine et disait : « Voici notre fille Lorraine. Elle sait ce qu'elle veut. » Puis son regard glissait sur moi, presque comme une pensée après coup. Et voici Hazel. Elle est responsable. Responsable était le mot qu'ils utilisaient quand ils ne trouvaient rien d'autre à complimenter. J'ai vite compris que prendre la parole ne faisait qu'empirer les choses. Si Lorraine m'interrompait, ma mère disait : « Laisse-la tranquille, Hazel. » Si Lorraine me prenait quelque chose, mon père haussait les épaules. « Tu n'en as pas vraiment besoin, si. » Et si jamais je protestais, même doucement, l'atmosphère se glaçait. « Pourquoi es-tu toujours aussi difficile ?» me demandait-il. Alors j'ai cessé de discuter. J'ai cessé de m'expliquer. Le silence est devenu mon refuge. Des années plus tard, à la mort de ma grand-mère, elle m'a légué sa maison de Cedar Lane. Ce n'était pas un grand domaine ni une propriété de luxe. C'était une vieille maison étroite, au plancher grinçant et au toit qui fuyait, mais elle était solide, robuste, à son image. Et pour des raisons que je n'ai jamais vraiment comprises, elle m'en a fait confiance. Lorraine a ri en l'apprenant. « Cette maison », a-t-elle dit pendant le dîner, en faisant tournoyer son vin dans son verre. « Qu'est-ce que tu vas en faire ? La vendre et retourner chez papa et maman ? » « Je la garde », ai-je répondu doucement. Mes parents ont échangé un regard. « Ça fait beaucoup à gérer pour toi », m'a dit ma mère. Ne serait-il pas plus judicieux de laisser Lorraine s'en occuper ? Voilà, encore une fois. Cette idée que je n'en étais pas capable, que je ne devais pas. J'ai rénové la maison petit à petit, à mon rythme. Le soir après le travail, les week-ends à décaper la peinture, à apprendre, à corriger mes erreurs. J'ai tout payé moi-même. Chaque reçu, chaque facture, chaque heure de travail, c'était pour moi. Lorraine ne m'a jamais rendu visite. Mes parents ne m'ont jamais demandé comment ça se passait. Mais dès que la maison a été terminée, dès qu'elle a pris de la valeur, tout a basculé. Soudain, les questions, les inquiétudes, les discussions familiales ont fusé. Un soir, Lorraine m'a appelé. Sa voix était si douce que j'en ai eu le souffle coupé. « Tu sais, » m'a-t-elle dit, « maman et papa trouvent ça injuste que tu aies la maison pour toi toute seule. » J'ai gardé le téléphone silencieux un instant avant de répondre. Elle m'appartenait légalement. Elle a ri doucement. « Oui, tu vois. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important pour ma famille. Je n'avais aucun droit. J'étais un simple pion, la détentrice temporaire de choses qu'ils pensaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et dans leur esprit, cette personne, c'était toujours Lorraine. 2 semaines après cet appel, une épaisse enveloppe est arrivée chez moi. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. Soigneusement inscrit dessus. À l'intérieur, des documents judiciaires. Je me souviens d'être assise au bord de mon lit, les papiers tremblants entre mes mains, relisant les mots encore et encore, essayant de leur donner un sens. Lorraine Carter contre Hazel Carter, le nom de ma sœur imprimé au-dessus du mien, séparés par un simple V brutal. Elle me poursuivait en justice pour la propriété de la maison. Selon les documents, j'avais donné mon accord verbal pour partager la propriété avec elle, puis j'étais revenu sur mon consentement en raison d'une instabilité émotionnelle et de stress extérieur. C'était écrit dans un langage calme et professionnel, le genre de langage qui rend la cruauté presque raisonnable. Les noms de mes parents figuraient à la dernière page. Un témoignage signé, sans hésitation, sans condition. C'était plus douloureux que la convocation elle-même. J'ai d'abord appelé ma mère, elle a répondu à la 2e sonnerie. Déjà sur la défensive. « Hazel,
Ça ne doit pas forcément mal tourner, dit-elle. Ta sœur veut juste ce qui est juste. Ce qui est juste? Demandai-je doucement. Elle n'a jamais touché à cette maison. Elle n'a jamais payé un centime. Mon père a pris. Tu es égoïste, dit-il sèchement. Lorraine a une famille. Elle a besoin de sécurité. Toi, tu es seul. Seul. Comme si ça m'empêchait d'être propriétaire. J'ai gagné cette maison, ai-je répondu. Grand-mère me l'a léguée. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Il a sifflé. Et honnêtement, toi non plus. La conversation s'est arrêtée là. La date du procès est arrivée vite, plus vite que je ne l'avais imaginé, comme si tous les protagonistes étaient impatients d'en finir pour officialiser ce qu'ils considéraient déjà comme inévitable. Le matin de l'audience, je suis entré seul au tribunal. Lorraine était déjà là, parfaitement habillée, assise entre nos parents telle une reine entourée de ses fidèles gardes. Elle a souri en me voyant, un sourire froid et tranchant. « Ne t'inquiète pas », a-t-elle murmuré à mon passage. « Ça va aller vite. » Je me suis assise seule à la table de la défense. Personne derrière moi, personne sur mes épaules, juste un banc vide et la certitude tacite que je n'étais plus quelqu'un avec qui ils essayaient de raisonner. J'étais quelqu'un à qui ils essayaient de prendre quelque chose. Lorsque le juge est entré et que la salle d'audience était pleine à craquer. J'étais debout, le cœur battant la chamade. Je me suis dit de respirer, de rester calme, d'écouter. L'avocat de Lorraine a pris la parole en premier. Et à chaque mot qu'il prononçait, je comprenais que ce n'était plus seulement une question de maison. Ils ne cherchaient pas à la partager. Ils essayaient de prouver que je ne la méritais absolument pas. L'avocat de Lorraine parlait avec l'assurance de quelqu'un qui était certain de la fin. Il ne m'a pas attaqué directement d'emblée. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, il a construit mon image petit à petit. Des mots calmes, un ton inquiet, des silences compatissants. Mademoiselle Hazel Carter, commença-t-il, a subi un stress émotionnel important ces dernières années. Je fixais le vide. Il a parlé de mes longues heures de travail, de la rénovation de la maison que j'avais faite seule, de mon choix de ne pas impliquer ma famille dans les décisions importantes. Il a parfois dépeint l'isolement comme une forme d'instabilité, a-t-il poursuivi. Mademoiselle Carter a exprimé un sentiment de débordement, de confusion, d'incertitude quant à l'avenir. Lorraine hochait lentement la tête, comme si chaque mot confirmait une vérité tragique qu'elle avait toujours su. Mes parents regardaient. Silencieusement. Puis vint la phrase qui me noua l'estomac. Nous estimons que, sur ce point, Mademoiselle Carter a donné son accord verbal pour partager la propriété de Cedar Lane avec sa sœur, Lorraine Carter. Une promesse. Elle s'est rétractée par la suite. Une promesse. Ce mot résonnait dans ma tête. Les promesses sont censées être réciproques. Attendues par des témoins. N'oubliez pas, je n'en avais jamais fait. Mais l'avocat n'avait pas encore besoin de preuves. Il lui suffisait d'instiller le doute. Il se tourna vers le juge. Il ne s'agit pas d'une affaire d'avidité, votre honneur. Il s'agit d'une affaire d'inquiétude. Inquiétude quant au fait que Mademoiselle Carter, en raison de la pression émotionnelle, ne soit plus en mesure de gérer seule un tel bien. En mesure. Je sentais le poids de ce mot peser sur moi. La salle d'audience. Une femme assise en silence, accusée d'infidélité. Tandis que tous attendaient de voir si elle allait céder, Lorraine prit enfin la parole. Elle se leva et fit face au juge, la voix douce mais assurée. « J'aime ma sœur, dit-elle. C'est pourquoi je suis ici. Elle a toujours été fragile. Je veux juste la protéger d'une erreur. La protéger. » J'ai failli rire. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Lorraine m'a regardée d'un air perçant. Hazel est facilement submergée par les émotions. Elle panique. Elle doute d'elle. Elle a même dit un jour qu'elle ne savait pas si elle serait capable de gérer la maison. C'était vrai. Je l'avais dit tard un soir, épuisée, debout dans la cuisine d'une maison à moitié rénovée, les mains couvertes de peinture et les cheveux poussiéreux. Mais ce que je voulais dire, c'était que je devais tout gérer moi-même. Lorraine, elle, n'entendait que des possibilités. L'avocat s'est penché en avant. Et c'est à ce moment-là que vous avez proposé votre aide. Lorna acquiesce. J'ai proposé de partager la responsabilité pour la soulager un peu. Ma mère s'est redressée sur sa chaise. Elle a toujours été la plus sensible, a-t-elle ajouté soudainement. Hazel prend tout très à cœur. La juge a levé les yeux. Madame Carter, a-t-elle dit calmement. Vous aurez l'occasion de vous exprimer plus tard. Ma mère se tut. La salle d'audience parut plus étouffante, plus chaude, comme si l'air lui-même pesait sur moi. Tous mes instincts hurlaient de me défendre, de m'expliquer, de corriger chaque phrase déformée. Mais je ne le fis pas, car je comprenais tout. Alors, il ne s'adressait plus à moi. Il parlait de moi. Et l'histoire qu'il racontait n'était pas pour moi.
Elle était pour le juge. Lorraine se rassit, son rôle parfaitement joué. Sœur attentionnée, fille responsable, protectrice. Elle se pencha vers moi et murmura si bas que personne d'autre ne put l'entendre. « Tu aurais dû me laisser gérer ça. » Je croisai son regard pour la première fois depuis le début du procès. Et à cet instant, je compris que la question n'était pas de savoir si j'allais perdre la maison. Il s'agissait de savoir si j'allais les laisser décider qui j'étais. Alors je restai silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'attendais le bon moment pour parler. Un bref silence pesant s'installa dans la salle d'audience, un silence qui fait trembler les gens sur leur siège, un silence qui pèse plus lourd qu'eux. Des cris retentirent. La juge baissa les yeux sur les documents devant elle. Elle les feuilleta lentement, page après page, comme si elle n'écoutait plus le récit, mais quelque chose de plus profond. L'avocat de Lorraine se redressa, l'air assuré. Mes parents restèrent immobiles, les mains jointes, le visage impassible. Je gardais les yeux fixés droit devant moi. Puis la juge cessa de feuilleter les documents. Son doigt s'arrêta sur un paragraphe. Elle fronça les sourcils. Elle leva les yeux. Ni vers Lorraine, ni vers son avocat, ni vers mes parents, mais vers moi. « Mademoiselle Carter, » dit-elle calmement. « Vous avez été bien silencieuse. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Lorraine esquissa un sourire, comme si c'était le moment qu'elle attendait, le moment où j'allais trébucher, flancher, et prouver tout ce qu'il venait de dire sur moi. La juge poursuivit. « Avant d'examiner les allégations de la plaignante, j'ai besoin de précisions. » Elle brandit un document. « Cet accord présumé de propriété partagée, quand a-t-il été conclu exactement ?» L'avocat de Lorraine répondit aussitôt. « Il y a environ un an, Votre Honneur, lors d'une conversation privée entre les sœurs, » La juge hocha la tête puis se tourna vers moi. « Mademoiselle Carter, » demanda-t-elle, « vous souvenez-vous de cette conversation ?» Je pris une inspiration. « Oui, » répondis-je. Le sourire de Lorraine s'élargit. La juge inclina légèrement la tête. « Et vous souvenez-vous d'avoir accepté le transfert de propriété ?» « Non, » répondis-je. Le mot tomba net, absolument, sans hésitation. Le sourire de Lorraine ne dura qu'un instant. La juge ne réagit pas immédiatement. Elle prenait simplement des notes. « Vous avez mentionné vous sentir dépassé à l'époque, » poursuivit-elle. « Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là ?» Je choisis mes mots avec soin. « J'étais dépassé par la rénovation, » dis-je. Travailler à temps plein tout en restaurant seul une vieille maison, j'étais fatigué, pas perdu. Lorraine alla s'asseoir à côté de nos parents. La juge jeta un coup d'œil au document. « Pourtant, cet accord stipule que vous étiez pleinement informé et que vous avez agi en toute conscience. » Elle tapota légèrement la page. « Mademoiselle Carter, » dit-elle à Lorraine, « vous affirmez que votre sœur vous a demandé de partager la propriété. Pourquoi n'est-il fait aucune mention d'apport financier partagé ?» Lorraine ouvrit la bouche, puis la referma. Son avocat intervint. L'accord était fondé sur la confiance, Votre Honneur. Une entente familiale. La juge plissa légèrement les yeux. La confiance, répéta-t-elle, est rarement documentée avec autant de précision. Elle tourna la page. Et une dernière chose, ajouta-t-elle d'une voix calme mais plus incisive. Mademoiselle Hazel Carter a déposé des déclarations de revenus, des permis de rénovation et des polices d'assurance qui la désignent comme seule responsable. Tous ces documents sont postérieurs à cet accord présumé. Les jambes de Lorraine se mirent à trembler. La juge se renversa dans son fauteuil. À ce moment-là, dit-elle lentement, j'ai des doutes sur la crédibilité de la demande, pas sur la personne de la défenderesse. L'atmosphère changea. Ce n'était ni bruyant, ni dramatique. Mais quelque chose avait changé, comme une planche de parquet qui craque sous un poids trop lourd. Lorraine me regarda, sa confiance s'effritant visiblement. Pour la première fois depuis le début du procès, elle n'avait pas l'air victorieuse. Elle semblait incertaine. Et je compris alors. Tandis que je me tenais là, sous le regard fixe du juge, mon silence ne m'avait pas affaibli. Il les avait forcés à prendre la parole en premier, révélant ainsi bien plus qu'ils ne l'avaient prévu. C'est alors que mon avocat, Daniel Brooks, se leva enfin. Il ne m'avait pas interrompu une seule fois. Ni lorsque ma sœur se présentait comme ma protectrice. Ni lorsque mes parents approuvaient silencieusement sa version des faits. Il attendit que l'opinion générale penche en faveur de Lorraine et que tous supposent que l'issue était déjà en sa faveur. Puis il prit la parole. « Votre Honneur, » dit Daniel calmement. « Avec la permission du tribunal, je voudrais aborder ce prétendu accord. » L'avocat de Lorraine acquiesça d'un signe de tête indifférent. Daniel s'approcha du banc avec un mince dossier. Ni épais, ni imposant, juste précis. Ce document, poursuivit-il, constitue le fondement même de la demande de la plaignante. Sans lui, il n'y a pas de procès. Il déposa l'accord sur la table.
Le juge l'examina de nouveau, plus attentivement cette fois. Daniel poursuivit. Nous avons demandé une expertise indépendante de ce document. Non pas par goût du théâtre, mais parce que quelque chose clochait avec le reste du dossier. Lorraine croisa les bras. Mes parents se penchèrent en avant. Daniel se tourna légèrement et s'adressa à la cour. Mais ses paroles s'adressaient à tous. Premièrement, l'incohérence financière. L'accord mentionne la copropriété, mais ne prévoit aucune disposition concernant le partage des frais, des rénovations, des dettes fiscales ou des obligations d'entretien. Il marqua une pause. Deuxièmement, le calendrier. Il tendit un autre document au juge. Cet accord est daté de mars de l'année dernière. Or, l'encre utilisée pour le signer n'a été commercialisée que 6 mois plus tard. Sazé. Un murmure parcourut la salle d'audience. Lorraine fit un mouvement brusque de tête. C'est absurde. Daniel ne la regarda pas. Votre honneur, dit-il calmement, nous avons soumis le document avec l'encre à une expertise. Le rapport se trouve dans votre dossier. Le juge lut en silence. Les secondes s'égrenaient. Ça m'a paru interminable. Enfin, dit-elle en levant les yeux. Mademoiselle Carter, dit-elle en se tournant vers Lorraine. Saviez-vous que ce document a été examiné par des experts? Lauren de Glittet. Je ne vois pas en quoi c'est important. Le ton du juge resta neutre. C'est important, car le rapport indique que la signature ne correspond pas à l'écriture de Mademoiselle Hazel Carter avec un degré de certitude élevé. Un silence pesant s'installa dans la salle. Ma mère porta instinctivement la main à sa bouche. Lorraine se tourna brusquement vers son avocat. Vous aviez dit que ça ne poserait pas de problème. Il ne répondit rien. Daniel reprit d'une voix posée, mais ferme et sans équivoque. Il y a autre chose. Il sortit d'autres documents, relevés téléphoniques, SMS, courriels. Lorraine secoua la tête. C'est du harcèlement. Daniel finit par la regarder. Non, dit-il doucement. Voici le contexte. Il se tourna de nouveau vers le juge. Ces documents montrent des messages répétés de Mademoiselle Lorraine Carter à ma cliente après la fin des travaux de rénovation. Pas avant, après. Il lut un message à voix haute. Maintenant que la maison a de la valeur, il faut qu'on en parle. Le visage de Lorraine se figea. Un autre message suivit. Papa et maman sont d'accord pour dire que rien de tout cela ne devrait appartenir. Le juge expira lentement, et Daniel finit par dire « Voilà ». Il tendit une dernière page. Un message vocal enregistré par la plaignante. Lauren se leva brusquement. C'est privé. La juge leva la main. Asseyez-vous. Lorraine se figea, puis se laissa retomber sur sa chaise. L'enregistrement résonna doucement dans la salle d'audience. La voix de Lorraine emplit la pièce, impatiente, irritée, et d'une authenticité indéniable. Hazel, arrête de faire comme si tout ça t'appartenait. Tu n'aurais même pas cette maison si grand-mère avait été plus avisée. Sois intelligente et signe avant que ça ne dégénère. Le silence qui suivit fut absolu. Pas un murmure, pas un mouvement, pas un applaudissement cette fois. Mon père fixait le vide, comme si le mur devant lui allait s'ouvrir et l'engloutir. Le regard de ma mère était vitreux, absent. La juge coupa l'enregistrement. Elle joignit les mains. « Que pensez-vous de ce tribunal » dit-elle lentement. « Il ne s'agit pas d'un conflit entre frères et sœurs. » Elle regarda Lorraine droit dans les yeux. C'est la manière dont elle exerce des pressions, le moment choisi pour formuler ses demandes, et la tentative manifeste de transférer la propriété par des moyens potentiellement illégaux. Lauren ouvrit la voce. La juge leva un doigt. « Je n'ai pas terminé. » Lorraine ferma la porte. La juge se tourna vers moi. « Mademoiselle Hazel Carter, » dit-elle. « Vous êtes restée silencieuse tandis que d'autres vous qualifiaient d'incompétente. Pourquoi ?» La question me surprit. « Et répondis prontamente. » Parce qu'on m'a toujours dit qui j'étais, dis-je. Et je voulais que le tribunal entende qui on disait de moi avant d'entendre la vérité. La juge hocha la tête une fois. Quelque chose changea dans son expression. Ni sympathie, ni colère, mais reconnaissance. Daniel retourna à sa place. Lorraine n'avait plus l'air confiante. Elle semblait vulnérable. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, je compris quelque chose d'essentiel. Il n'avait pas perdu le contrôle parce que je m'étais battu avec plus d'acharnement. Il l'avait perdu parce que la vérité n'avait pas besoin de ma voix pour survivre. Elle avait juste besoin de temps. La juge se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés, le regard fixé sur ma sœur. « Mademoiselle Lorraine Carter, » dit-elle calmement. « Avant de prendre une décision, il y a une chose que je dois aborder. » Lorraine se redressa, forçant un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. « Bien sûr, votre honneur. » La juge ne répondit pas. Tout au long de l'audience, elle poursuivit.
Vos arguments juridiques reposent en grande partie sur l'image d'une défenderesse instable émotionnellement et incapable de gérer un bien immobilier. Or, les preuves présentées aujourd'hui suggèrent tout autre chose. Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer. Cela suggère de la préparation, de la constance et de la retenue. Lauren cerra las dents. La juge se tourna de nouveau vers moi. Mademoiselle Hazel Carter, dit-elle. Je vais vous poser une dernière question, et je veux que vous y répondiez avec vos propres mots. Yemelevai. Mes jambes étaient stables, non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que la peur n'avait plus d'importance. Oui, votre honneur. Pourquoi? Demanda la juge. N'avez-vous jamais impliqué votre famille dans la rénovation, les finances ou la gestion de cette maison? Je pris une profonde inspiration. Et cette fois, je ne me retins pas, car chaque fois que je l'avais fait, je l'avais dit haut et fort. Ils ont dit que je n'en étais pas capable. Lorraine secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas regardé. Après avoir acheté mon premier kit de matériel, j'ai continué. Ma sœur a ri et m'a dit que je gaspillais mon argent. Quand je travaillais tard le soir pour payer les réparations, mes parents disaient que j'exagérais. Quand je disais que j'étais fatigué, ils me traitaient de fragile. Je ne peux pas prendre leur parti. Ma mère a murmuré. Hazel. J'ai croisé son regard pour la première fois ce jour-là. Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais, dis-je doucement. Tu as seulement demandé quand la maison serait prête. L'atmosphère était pesante, électrique. Lauren se leva brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle. Elle déforme les faits pour se faire passer pour une victime. Je me tournai alors vers elle. Non, dis-je, tu es en colère parce que je n'ai pas échoué. Un murmure parcourut la salle d'audience. Lorraine laissa échapper un rire sec. Tu crois que c'est une question d'échec? Tu n'aurais même pas cette maison si grand-mère n'avait pas commis d'erreur. Ces mots résonnèrent dans l'air. Mauvais, incontestable, dit la juge d'un ton plus dur. Mademoiselle Carter, dit-elle à Lorraine, vous vous adresserez à la cour avec respect. Lorraine ouvrit de nouveau la bouche, mais cette fois, mon père se leva. Hazel, dit-il d'une voix tendue. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi détruis-tu la famille? Je le regardais. Vraiment. Je le regardais encore. L'homme qui m'avait appris à me taire, à être docile, à m'effacer. Je ne veux rien détruire, ai-je répondu. Je n'arrive tout simplement plus à gérer la situation. La juge hocha lentement la tête. C'est là, dit-elle, une différence cruciale. Elle se tourna vers les avocats. J'en ai assez entendu. La confiance de Lorraine s'effondra. Attendez, dit-elle rapidement. Si Hazel garde la maison, ordonnez au moins une garde partagée pour sa propre protection. La juge n'hésita pas. Il n'y a aucun fondement juridique à cette demande, dit-elle. Et franchement, d'après ce que j'ai entendu, ce serait inapproprié. Lauren Ridgett. Vous faites une erreur. La voix de la juge se fit plus froide. Non, je corrige une erreur. Elle est presque morte. Pourquoi? Elle prit son stylo. Après examen des preuves, ce tribunal constate que la plaignante n'a pas établi de droit légitime sur la propriété située sur Cedar Lane. De plus, le dépôt d'un document qui semble avoir été falsifié soulève de sérieuses inquiétudes. Lauren resta figée. Le tribunal statue donc. Le juge poursuivit en déclarant que la pleine propriété du bien restait acquise à la défenderesse, Mademoiselle Hazel Carter. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je suis resté là, immobile, encaissant le poids de ses mots. Et une dernière chose, ajouta le juge. Lorraine leva brusquement les yeux. Toute nouvelle tentative de harcèlement, de coercition ou de falsification de la propriété de ce bien pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Silence. Mes parents restèrent figés. Lorraine se laissa retomber sur sa chaise, le regard fixe, comme si la pièce avait basculé. Le juge se tourna vers moi une dernière fois. Mademoiselle Carter, dit-elle d'une voix plus douce. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable sous la pression. Ce tribunal reconnaît non seulement votre droit légal, mais aussi votre responsabilité avérée. J'acquiesçai. Merci, votre honneur. Au coup de marteau, quelque chose s'est enfin libéré en moi. Non pas un triomphe, mais une libération. J'ai pris mon sac et me suis éloigné de la table. Lorraine ne m'a pas regardé. Mes parents ne m'ont pas suivi, et pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas attendus. La salle d'audience s'est vidée plus vite que je ne l'avais imaginé. Les chaises ont grincé doucement sur le sol. On a ramassé les papiers. Les conversations ont repris à voix basse et prudente, comme si chacun craignait de perturber ce qui venait d'être brisé. Quelques personnes m'ont regardé en passant, non pas avec pitié, non pas avec jugement, mais avec une forme de compréhension. Lorraine est restée assise. Ses épaules étaient raides, ses mains si serrées que ses jointures étaient devenues pâles.
La sœur, qui était entrée en souriant, paraissait maintenant plus petite, prisonnière de l'espace même qu'elle avait jadis tenté de contrôler. Mes parents ont hésité près de l'allée. Ma mère a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée. « Hazel », a-t-elle dit doucement, comme si nous étions seuls. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Je l'ai regardée. « C'est bien le problème, ai-je répondu. Tu ne l'as jamais fait. » Mon père s'éclaircit la gorge. « Tu dois comprendre, dit-il en évitant mon regard. Lorraine essayait juste de protéger la famille. » Je secouai la tête. Non, elle essayait de protéger sa position. Lorraine finit par se lever. « Alors c'est tout ?» siffla-t-elle, la voix de nouveau tranchante, désespérée de reprendre l'ascendant. « Vous gagnez et nous sommes les méchants. » Je ne répondis pas tout de suite. Puis je dis, « Il n'a jamais été question de gagner. » Elle renifla. « Bien sûr que si. » Je la fixai droit dans les yeux. Il s'agissait d'être entendue. Elle laissa échapper un rire amer. « Tu aurais pu nous parler. » J'ai essayé, dis-je. Tu n'as tout simplement pas écouté. Mes mots résonnèrent plus fort que prévu. Lorraine détourna d'abord le regard. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Nous t'avons mieux élevé que ça. Je sentis une oppression dans ma poitrine, puis un relâchement. Vous m'avez appris à me taire, dis-je. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas le faire. Personne ne m'a arrêté alors que je me dirigeais vers les portes. Dehors, l'air était différent, plus frais, plus léger. Les marches du palais de justice s'étendaient devant moi, massives, ordinaires, réelles. Je restai là un instant, laissant le bruit de la ville m'envahir. Mon avocat me rejoignit et me tendit un dossier. « Vous avez bien géré la situation, » dit-il. « Tout le monde n'est pas capable de tenir le coup sous une telle pression. »« Merci, » répondis-je. « Parce que vous avez cru en moi, » sourit-il. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Vous leur avez simplement laissé l'espace nécessaire. Tandis qu'il s'éloignait, je réalisais quelque chose d'important. Je n'avais pas laissé derrière moi une famille qui m'aimait et qui m'avait déçu. J'avais laissé derrière moi une version de moi-même qui croyait que l'amour signifiait persévérance. Je descendis lentement et délibérément les escaliers. La maison de Cedar Lane était toujours mienne, mais plus encore, elle représentait mon avenir. Et cette fois, je ne retournais pas dans le silence. Ce soir-là, je retournai à la maison de Cedar Lane. Le soleil était déjà bas, projetant de longues ombres sur le porche que j'avais réparé de mes propres mains. L'endroit semblait inchangé, calme, modeste, solide. Mais après le verdict, l'atmosphère était différente, comme si cette maison appartenait enfin à celle qui s'était battue pour elle. Pas seulement légalement, mais aussi émotionnellement. J'ouvris la porte et entrai. Pendant un long moment, je n'allumai pas la lumière. Je restai là, à écouter le bruit familier du parquet, le doux bourdonnement du réfrigérateur, le silence immuable que j'avais autrefois pris pour de la solitude. Cette maison ne m'avait jamais jugé. Elle ne m'avait jamais dit que j'étais trop ou pas assez. Elle attendait simplement. Je devais l'assumer pleinement. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de ma mère. « Il faut qu'on parle. » Je fixai l'écran, puis posai le téléphone face contre table. Pas ce soir. Certaines conversations nécessitent de la distance pour être sincères, et d'autres n'ont tout simplement pas besoin d'avoir lieu. Assise à la table de la cuisine, je laissais la journée défiler dans ma tête. La certitude de Lorraine s'était effondrée, le choc silencieux de mes parents, la voix ferme du juge dissipant des années de doute d'un seul coup. Pendant si longtemps, j'avais imaginé la justice comme quelque chose de bruyant, de brutal, d'irrévocable. Mais ce que je ressentais maintenant n'était pas du triomphe. C'était de la lucidité. Je comprenais quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. M'affirmer ne faisait pas de moi une personne cruelle. Ni une personne ingrate. Ni une mauvaise fille, ni une pire sœur. Cela faisait de moi une adulte. Pendant des années, j'avais cru qu'il était de ma responsabilité de maintenir la paix. Que si je restais silencieuse, effacée, à ma place, les choses finiraient par s'arranger. Ce n'est jamais le cas. Une paix qui exige le silence n'est pas la paix. C'est une gomme. Le tribunal m'a accordé une protection légale essentielle. Il a fixé des limites applicables, des conséquences incontournables. Mais la véritable protection est venue d'une chose plus discrète, au moment où j'ai cessé d'accepter l'image de moi-même façonnée par ceux qui profitaient de mes doutes. J'ai parcouru la maison pièce par pièce, touchant les murs que j'avais peints, les luminaires que j'avais installés, ces petits détails que personne d'autre ne remarquait. Chacun portait en lui le souvenir de la persévérance, de l'apprentissage, du choix de continuer, même quand personne ne me regardait. Arrivé dans la chambre, j'ai ouvert la fenêtre et laissé entrer l'air du soir. J'ai pensé à l'avenir, non pas de façon dramatique, non pas comme à un discours de victoire, mais comme à quelque chose de stable et d'ouvert. Je pouvais louer la maison, continuer à y vivre,
ou un jour la vendre et recommencer à zéro. Pour la première fois, ces choix m'appartenaient. Ma sœur n'avouera peut-être jamais ce qu'elle essayait de faire. Mes parents ne comprendront peut-être jamais vraiment pourquoi ils m'ont perdu avant même de perdre le procès. Mais ce n'est plus un problème que j'ai à résoudre. J'ai éteint la lumière et je suis monté. L'escalier, porteur de quelque chose de bien plus précieux qu'une maison, ma voix, mes limites, et la certitude que je n'ai pas à me taire pour avoir ma place quelque part. Surtout dans ma propre vie, c'est là que mon histoire commence véritablement.